Merci d'avoir accepté l'invitation. Un tout grand merci pour l'invitation. Donc le côté comparatif belgo-britannique, je l'ai un peu laissé de côté. Une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, indépendamment du fait que ça fait toujours plaisir de revenir ici, c'est parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Dans le cadre de ma carrière, j'ai eu l'opportunité de faire du préventif, de faire de l'académique, sur le préventif. Et c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, dans la mesure où beaucoup d'étudiants, ici, ou maintenant pour moi en Angleterre, à un moment ou à un autre, seront amenés à faire du préventif. Et, soyons honnêtes, ça peut être ingrat. Mais c'est aussi fondamental. Il y a plein de choses que l'on peut faire avec du préventif. Mais avant de pouvoir faire quelque chose avec du préventif, comme avec tout type de données, en fait, il faut d'abord avoir une idée d'où ça vient. Ça, ce sera la première partie. Quels sont les cadres légaux? Quelles sont les implications dans la manière dont on travaille? Puis je vous donnerai un exemple d'un site que j'ai eu le plaisir de superviser quand j'étais en Angleterre dans le monde du préventif. Puis il y a une deuxième partie où on changera un petit peu d'échelle, où on se posera la question, bon d'accord, il y a toutes ces fouilles, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce que c'est juste des points sur la carte, ou bien est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Et là on parlera plus à l'échelle européenne. Oui, on parlera plus à l'échelle européenne. C'est tiré d'un projet dans le cadre duquel j'ai travaillé il y a de cela quelques années. Alors, on va d'abord commencer par un peu de publicité. Ça, c'est un ouvrage que j'ai eu la possibilité de coéditer. L'idée, c'était justement, quand on travaille dans l'université et qu'on s'intéresse à toutes ces données préventives, il faut avoir une idée d'où ça sort. Quand on travaille dans plus qu'un pays, par exemple en Europe du Nord-Ouest, il y a une multiplicité de cadres légaux, il y a une multiplicité de pratiques. Ce qu'on a essayé de faire, là, c'était de mettre tous les gens autour de la table pour un peu explorer. L'idée, ce n'est pas simplement d'essayer de retrouver le meilleur système n'existe pas par définition, mais d'avoir une idée de ce qui se fait ailleurs. Et il y a beaucoup de cadres légaux. Pas d'inquiétude, je ne vais pas passer 90 minutes à vous parler des cadres légaux de l'archéologie préventive dans l'Europe du Nord-Ouest. Je pourrais, mais probablement vous allez tous sortir au bout de 5 minutes. Ce que j'ai essayé de faire avec mon collègue Léo Webley, dans l'introduction de cet ouvrage, c'était d'essayer de mettre au point un cadre qui permet de décrire les différents systèmes. Et donc on a le cadre légal, j'espère que ça va s'arrêter de trembler un moment pour vous, ce qu'on a appelé les acteurs, qui fait quoi, et aussi tout le côté pratique. Et comme vous pouvez le voir, l'idée c'est de dire tout ça, ça se recoupe. Et il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Et ce que je vais faire maintenant, c'est vous me donner l'exemple des îles britanniques et voyager au travers de ce schéma. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est le cadre légal, où j'ai fait une distinction entre trois choses. Première chose, c'est l'aménagement du territoire, parce que c'est bien ça le problème, c'est la raison pour laquelle on est là de parler de ça, c'est que la décision de prendre de l'archéologie n'est plus dans les mains des archéologues. Il y a un promoteur qui décide de faire une route, une maison ou n'importe quoi. Il y a un cadre légal qui dit maintenant il faut faire un petit peu attention plutôt que de simplement couler du béton par-dessus ce qu'il peut y avoir. C'est fondamental. Et pratiquement toute ma conférence est basée sur cette idée-là. Ce n'est plus nous qui choisissons où on va aller faire quoi. Quelles sont les implications? Est-ce que ça veut dire que par définition, ça ne sert à rien de simplement le regarder, ou bien est-ce que c'est simplement plus de sites, merci beaucoup. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle la philosophie. Ok, c'est très bien de se dire qu'on va suivre les promoteurs, mais quelles sont les implications? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Fondamentalement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et la troisième chose, c'est le nerf de la guerre, c'est d'où vient l'argent. Alors en Angleterre, l'aménagement du territoire et la base légale est très étroite. Il y a d'abord eu ce qu'on appelait la PPG 16, Planning Policy Guidance 16, mise en place en novembre 90, qui a été suivie par la Planning Policy Statement 15 en novembre 94. Deux choses à voir. Un, ça fait un bon bout de temps qu'il y a une sorte de cadre légal qui existe. Donc vous avez une pratique qui est
bien ancré dans le temps. Deuxième chose, c'est bien une sorte de cadre légal. Policy guidance, policy statement ne sont pas des lois. Ce sont juste des recommandations faites par l'administration qui peuvent être suivies ou non, mais qui n'ont pas valeur de loi, au sens qu'il convient de suivre une loi. Il y a eu un projet de Heritage Bill qui n'est jamais passé. Très beau texte. Le jour où elle est arrivée au Parlement, je crois que le lendemain, le Parlement a été dissolu. Il y a eu des élections, on a changé de majorité. Conclusion, maintenant, on a Planning Policy Statement 5, qui fait partie d'un document plus large, qui s'appelle le National Planning Policy Framework. En gros, avant, tout ce qui était la réglementation et l'aménagement du territoire, c'était une pile de documents plus ou moins comme ça. Le National Planning Policy Framework veut simplifier les choses. C'est un document qui fait 50 pages pour tous les aspects de l'aménagement du territoire. Conclusion, l'archéologie, en gros, c'est l'article 6.1. Je vais le lire en anglais, vous le comprendrez tous. When an application site includes or is considered to have the potential to include heritage assets with archaeologic interest, law and planning authorities should require developers to submit an appropriate desk-based assessment, and where desk-based assessment is insufficient to properly assess the interest, a field evaluation. En gros, ça vous dit, il faudrait peut-être pas oublier, peut-être si vous avez un petit peu de temps, de regarder si éventuellement il y a quelque chose, mais vous inquiétez pas trop. Le cadre légal est très, 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 très fin. Pratiquement inexistant maintenant. C'est juste s'il y a quelque chose, il faudrait peut-être envisager de faire quelque chose. Ça a deux côtés. C'est un côté négatif, c'est un côté positif. Soyons positifs. De temps en temps, le cadre est tellement étroit qu'on peut en faire ce que l'on veut et qu'on peut pousser les promoteurs à faire quelque chose. Le côté négatif, c'est le symétrique, et fort souvent, les promoteurs disent « mais il n'y a pas de loi, je peux faire ce que je veux ». C'est très important à garder à l'esprit. Alors, en termes de financement, c'est relativement simple, c'est le principe du pollueur-payeur, ce sera à la charge du promoteur. Et alors la philosophie, il y a eu un changement. Au début, on avait ce qu'on appelait « preservation in situ », c'est-à-dire que l'idée n'était pas nécessairement de fouiller, l'idée était de protéger sans nécessairement fouiller. Puis on s'est rendu compte que de plus en plus, il était impossible de faire ça. Et donc on est passé à l'idée de « preservation by record », qui est on va fouiller, on va enregistrer, et c'est ça qui va créer une archive qui après nous permettra d'en dire quelque chose. C'est comme ça qu'on va protéger, qu'on va valoriser le patrimoine. Donc là, il y a eu un développement, mais il est important de garder à l'esprit que le cadre légal est vieux, que la pratique est vieille et bien établie, mais que fondamentalement, on marche toujours sur de la glace. On n'a pas nécessairement un texte sur lequel qu'on peut mettre sur la table quand on discute avec un promoteur. Alors la deuxième chose, les acteurs. Alors, j'ai fait la différence entre ce que j'appelle les agences de contrôle, les acteurs de terrain, qui fait quoi? Les promoteurs, très important. Beaucoup de gens oublient de regarder les promoteurs quand ils étudient un système. C'est très important. C'est eux qui sont en fait la justification même de l'archéologie préventive. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des cadres légaux qui font des distinctions entre différents types de promoteurs. Donc il convient de s'interroger sur ce que sont les promoteurs. Et ne nous oublions pas, il y a aussi les universités qui jouent un rôle. Alors en Angleterre, pour ce qui est des organismes de contrôle, vous avez peut-être entendu parler de quelque chose qui s'appelle Historic England, qui avant s'appelait English Heritage. J'adore les îles britanniques, j'adore l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle un organe quasi officiel. C'est-à-dire que ça n'appartient pas au gouvernement, mais le gouvernement est dans une certaine mesure responsable de ce qu'ils font. Parce que les implications pour l'archéologie préventive, c'est que c'est eux qui vont classer les sites, mais dans le cas de l'archéologie préventive, ils n'ont rien à dire. En fait, toutes les décisions sont prises au niveau local, ce qu'on appelle les counties, les communes. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a donc dans chaque commune, vous pouvez avoir 1, 2, 3 archéologues, mais ces archéologues qui sont des administratifs ne posent pas de prescription. Ça veut dire que quand il y a un dossier qui leur arrive, ce n'est pas eux qui vont dire « il faut faire telle archéologie ou telle archéologie ou telle archéologie ou telle archéologie ». Leur rôle est de dire « oh oh, il y a peut-être quelque chose ». Et c'est eux qui vont guider le système. Mais ils ne posent pas de prescription, à la différence par exemple de ce qui peut se passer en France. Alors les promoteurs,
L'avantage d'avoir un cadre légal étroit, c'est qu'on ne fait pas de distinction. Dans la grande majorité des cas, on se parle de promoteurs privés. Même quand l'État fait quelque chose, l'État fait appel à des promoteurs privés pour construire autre. Ça a des implications dans la manière dont vous gérez votre promoteur. Vous devez toujours être au courant qu'il y va de sa poche, que donc il faut être, dans une certaine manière, réaliste. Alors, les acteurs de terrain, il y a une caste, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, qui sont les consultants, qui sont généralement des archéologues, qui essayent de faire le trait d'union entre les promoteurs, qui en gros n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe, et les gens qui vont aller faire le travail sur le terrain. Les consultants, en gros, il y en a quelques-uns qui sont fort bons et qui organisent bien le travail. La plupart du temps, sont des sangsues. C'est malheureusement un effet pervers de l'absence de cadre légal. Alors, il y a ce que j'appelle les opérateurs, les gens qui font vraiment quelque chose. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a plein de choses. Alors, on parle souvent de l'archéologie britannique comme étant « Oh, c'est une archéologie commerciale. » Horreur, sainte horreur de l'archéologie commerciale. Oui, il y a quelques compagnies privées. Des compagnies privées qui font de l'argent, vous oubliez. Si vous faites de l'archéologie, ce n'est pas pour faire de l'argent. Les plus gros opérateurs sont en fait ce que nous, on appellerait des ASBL. Je vous parlerai un moment d'une compagnie qui s'appelle Oxford Archaeology, qui est un monstre. Ils ont des centaines de gens qui travaillent pour eux. S'ils font du profit, le profit leur permet de publier. C'est une ASBL, ils ne font pas d'argent. Il n'y a pas d'actionnaire derrière qui les pousse. Et lorsque vous avez aussi, c'est les communes ont des archéologues communaux, mais qui ne sont pas les mêmes que ceux qui font le travail de gestion. Il y a aussi des gens qui fouillent. Et là, vous avez aussi quelque chose qui s'appelle Institute for Field Archaeologists, qui est une organisation qui regroupe tous les opérateurs sur base volontaire. Comme il n'y a pas de cadre légal précis qui explique ce qu'il faut faire quand et comment, c'est de façon informelle que ça s'organise. Cet institut essaie de mettre en avant des règles, des standards qui sont proposés, qui normalement doivent être suivis par l'ensemble de ses membres. Une des choses les plus importantes qu'ils font, c'est une question de protection sociale. C'est eux qui essayent aussi de dire « vous devriez quand même essayer de payer les gens un peu plus que ce que vous faites ». Comme on est dans un système privé, la compétition se fait en tapant, quand il y a une offre d'appel, on essaie d'offrir un bas le plus en plus bas. Là où on peut toujours racler, c'est sur les salaires. L'idée de l'Institut of Field Archaeology, c'est que si tout le monde pousse les salaires vers le haut, on peut espérer à terme que l'archéologie sera un peu plus valorisée d'un point de vue social. Ça aura des implications sur la qualité de ce qui se fait. Et alors, il y a les universités. Alors, dans les universités, il y a 3 rôles. D'abord, il y a des opérateurs qui sont liés à des universités. Par exemple, la Cambridge Archaeological Unit, pour laquelle j'ai travaillé, et dont je vous montrerai le travail, c'est le bras armé du département. Sinon, les universités ont parfois un rôle consultatif informel. C'est généralement au niveau personnel. Un tel a une expertise, il se fait que cette personne travaille dans une université, on va demander à cette personne son avis sur un projet. Mais il n'y aura pas nécessairement un rôle de réflexion plus large au niveau institutionnel, où il y a une entité liée à l'État qui va venir demander à l'université en tant qu'institution un travail de réflexion. Ça n'arrive pratiquement jamais. Et alors, autre chose, il y a de façon classique l'activité de recherche. Alors maintenant, rapprochons-nous de ce qui nous intéresse véritablement, la pratique. Alors je fais une distinction entre ce que j'appelle évaluation, qui sont toutes les opérations qui sont nécessaires pour pouvoir identifier un site. Et après, il y a la fouille. Une fois qu'on a un site, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a la post-fouille. Une fois qu'on a fouillé, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on va analyser? Et puis, n'oublions pas, une fois que tout ça a été fait, il y a aussi toutes les archives. Qu'est-ce qu'on va faire du matériel? Qu'est-ce qu'on va faire du rapport? Où est-ce qu'on va le laisser? Alors, l'évaluation, ça commence par ce qu'on appelle un desk-based assessment. C'est-à-dire, c'est simplement un promoteur pose un projet, ça part à l'aménagement du territoire, qui demande à l'archéologue. L'archéologue local a sa propre base de données, ou une base de données au niveau de la commune, et dit là, il y a probablement des raisons pour croire qu'il faudrait faire quelque chose. Le travail s'arrête là pour le county archaeologist. Après, on refile le bébé à un opérateur privé qui, lui, va faire un travail systématique sur la littérature pour dire
oui, non, il faudrait plutôt faire attention. Et ce document va se terminer par des recommandations. Nous recommandons de faire une évaluation par tranchée, pour telle raison. Ce document, après, retourne auprès des county archaeologistes qui va donner son avis sur la valeur de ces recommandations et qui va dire « oui, c'est une bonne idée » ou « vous devriez un peu modifier ça ». Après, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est l'archéologie du pauvre, watch and brief. Probablement le travail le plus ingrat qui soit. Le terrassement se fait, vous avez une grosse machine qui n'est pas la vôtre. C'est une machine d'un terrassier qui est là juste pour nettoyer, et vous êtes derrière, et vous regardez, pas trop près, et si vous voyez quelque chose, si vous avez une bonne relation avec le promoteur ou avec le gars qui est dans la machine, vous pouvez l'arrêter et jeter un coup d'œil. Horrible. En gros, c'est juste pour dire qu'on a vu quelque chose, mais vous ne savez jamais rien en faire. Autre possibilité, c'est tout ce qui est trial trenching, des tranchées. Problème avec les tranchées, comme il n'y a pas de cadre légal précis, à la différence par exemple de ce qui peut se faire aux Pays-Bas ou en France, c'est à la tête du client. Quand je dis client, c'est très clairement ça. Vous pouvez penser que vous allez faire 10%. Vous allez ouvrir à 10%. Ça va vous coûter cher. Et probablement, votre promoteur va vous dire « Wow, vraiment, vous ne pouvez pas le faire à 5% ?» Et comme il n'y a pas de cadre légal qui dit qu'il faut au moins faire à 10%, tendance à tirer vers le bas. Et je vous montrerai les implications que ça peut avoir. Une fois qu'on a découvert qu'il y a un site, qu'on a considéré que le site était nécessaire d'être fouillé, on passe à la fouille. Alors, comme partout, beaucoup de petits sites, fort peu de très grands sites. Et quand on a des très grands sites, ils sont grands. Vous avez des carrières, je vous en montrerai une, où là, on est dans du sérieux. Vous pouvez aussi avoir des cas où vous avez par exemple tout ce qui est aéroport. On a des surfaces énormes, surfaces qui sont tellement grandes que ça a nécessité historiquement d'avoir deux opérateurs qui se mettent ensemble pour créer une troisième compagnie qui n'a comme objectif que de fouiller un seul site. Ça, c'est une des spécificités du système anglais. Le problème, c'est une fois de plus, pas de cadre légal, donc il n'y a pas de règles. Il y a ce qu'on appelle good practice, bonne pratique. Alors, l'Institute of Field Archaeology, généralement, est responsable pour ce genre de choses-là. La critique qui se fait au sein de la discipline, c'est ce qu'on arrive à ce qu'on appelle digging by numbers, fouiller aux chiffres. Vous avez un fossé, vous allez l'ouvrir. Ah, c'est quoi le chiffre? On va faire du 10%. Vous devez faire des tranchées, vous allez les ouvrir à 5%. Pourquoi? Parce que le voisin fait la même chose, donc il va poser le même prix. Les fouilles, vous avez toute une série de fosses ou autres, vous allez les fouiller à 50%, parce que ça devient de la pratique. Indépendamment du fait que l'archéologie, quand vous êtes sur le terrain, probablement vous demande à faire un peu plus, ou parfois vous demande de faire un peu moins. Je suis tombé sur des fossés qui étaient des fossés 18e siècle pour drainer des champs. Pas besoin de fouiller ça à 10%. On fouillait un, avoir la date, ça nous suffisait. Mais il y a ce côté, la fouille aux chiffres, qui peut être négatif. Alors la post-fouille, c'est tout ce qui est qualité, rapport de qualité fort changeante, il faut l'admettre. J'en rediscuterai dans un instant. Et puis, il y a le problème crucial des archives. Une fois que vous avez fait tout ça, qu'est-ce que vous faites avec ces données? Alors, il faut savoir que les archives sont encouragées par l'État. Elles sont mentionnées dans le Planning Policy Statement 5, à l'article 12.3. Une fois que vous avez, je crois que le texte précis dit, une fois que tout ça a été fait, il faudrait considérer de les mettre dans un fonds d'archives. Mais une fois de plus, il n'y a pas de provision dans le projet nécessairement pour le mettre, pour faire un fonds d'archives. C'est quelque chose que vous devez discuter au coup par coup avec un promoteur. Conclusion, il n'y a pas de fonds d'archives officiel centralisé. L'État n'est pas responsable de ça. Exception, l'Écosse. N'oubliez pas que le Royaume-Uni est une somme de petites nations et que donc parfois ce qui se fait en Angleterre n'est pas ce qui se fait en Écosse, qui n'est pas nécessairement ce qui se fait au Pays de Galles. En Écosse, vous avez un fonds d'archives centralisé. Vous allez à Édimbourg, vous pouvez avoir tous les rapports. En Angleterre, dans une certaine mesure, mais ça n'est pas lié à l'État. Je y reviendrai dans un instant. Ce qui se passe, c'est que vous avez des initiatives que j'appelle privées. Il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y avait un vide, qu'il fallait combler ce vide.
Donc vous avez des initiatives comme le Archaeological Data Service ou Archaeological Investigation Project, qui sont des initiatives gérées par des universités qui essayent de recréer ces archives. Et alors là où c'est le flou le plus absolu, ce sont les archives matérielles. Certains opérateurs louent des bunkers. En particulier, il y en a beaucoup et ils ne coûtent pas cher, c'est des bunkers des années 50-60, guerre froide, où on était sûr et certain que la guerre allait arriver, donc il y a grands espaces qui sont libres. Et donc vous pouvez louer ça. Mais c'est une décision prise par l'opérateur. Il y a des opérateurs qui, une fois que le rapport a été fait, soit ils déposent les caisses dans un musée, avec le conservateur qui dit « Mais où est-ce que vous voulez que je mette ça ?» ou bien ils mettent tout à la poubelle. Ça peut avoir des implications. Imaginez que vous voulez revisiter, je ne sais pas, les assemblages du néolithique final dans un coin. La probabilité est fort élevée que la majorité de vos sites viennent du préventif. Eh ben, en gros, c'est la roulette. Avec un peu de chance, vous êtes dans une région où il y a un bon opérateur, le matériel est encore là. Si vous n'avez pas beaucoup de chance, vous savez juste qu'il y avait un site, mais vous devez faire confiance à ce qui a été écrit dans le rapport. Alors, quand je dis qu'il y a plein de sites, il y a quand même de très, très, très beaux sites. Je vais juste vous montrer Moss Farm, qui est fouillé par la Cambridge Archaeological Unit maintenant. C'est un site qui se trouve au nord de Cambridge. C'est un site de l'âge du bronze moyen, donc il est daté au 15e, 14e siècle avant notre ère. C'est un site en carrière. Vous voyez la préservation. Ça, c'est un site exceptionnel. C'est probablement un des plus beaux sites d'âge du bronze en Europe. Ça a été découvert dans un cadre préventif. C'était tellement bien préservé que le promoteur directement a dit « je ne peux pas payer ça, ça va me coûter trop cher ». Il y a eu une longue bataille légale. Maintenant, c'était un montage financier relativement étrange, mais ça, c'est du préventif. C'est probablement le site d'âge du bronze dont vous allez entendre parler pendant les années qui viennent. Alors, les rapports, je disais qu'il y avait un problème de qualité, c'est surtout un problème subjectif. En gros, ici, ce que vous avez, c'est une enquête qui a été faite auprès des acteurs de terrain, où on leur a demandé qu'est-ce que vous pensez des rapports de ce point de vue-là, ce point de vue-là, ce point de vue-là. Sans faire le détail, vous voyez que dans tous les cas de figure, tout le monde pense que la qualité est OK, bon, voire même très bonne, avec 3 exceptions. Et les 3 exceptions, je les ai mises en évidence. La première exception, c'est les archives. Ça, c'est vraiment le problème. La deuxième chose, c'est l'interprétation des résultats. Et le troisième élément, c'est qui a participé à la fouille, ou qui a participé au travail d'étude. En gros, pour ce qui est du troisième point, c'est généralement une critique du fait qu'il y aurait dû y avoir plus de disciplines annexes impliquées, archéobotanie, archéozoologie ou autre. Soyons honnêtes, dans les 3 cas, ce n'est pas un problème d'archéologie préventive, ça c'est un problème d'archéologie. Combien de fouilles universitaires n'ont pas été finies, où on ne sait plus où est le matériel. Si vous demandez à un collègue ce qu'il pense de la publication de son collègue, généralement il va vous dire « c'était pas bien, c'est pas ça que je pensais », ou bien il va vous dire « il aurait pu faire autre chose ». Ça, c'est juste un problème qui est en termes d'échelle, parce qu'on parle de centaines et de centaines et de centaines d'opérations, qui est vraiment grave, mais d'un point de vue qualitatif, ça c'est juste un reflet de ce qu'est l'archéologie en tant que telle. Alors je vous ai mentionné les archives. Il existe quelque chose qui s'appelle le Archaeological Data Service, qui est une initiative de l'Université de York, qui est un dépôt d'archives, dans lequel tous les archéologues peuvent aller déposer leurs données, que ce soit du préventif ou que ce soit du académique. Mais au sein de ça, il y a quelque chose qui s'appelle OASIS, qui est un dépôt volontaire pour les opérateurs préventifs. Donc une fois que vous avez fait votre rapport, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller déposer dans ce fonds d'archives. Mais c'est une démarche volontaire. Il n'y a pas de cadre légal. Ces gens font un travail exceptionnel. Très difficile de savoir dans quelle mesure ils ont tout, ou presque tout, mais il y a des masses de données excessivement importantes qui sont là. Alors il y a aussi ce que j'appelle les bons élèves. Je vous ai parlé de Oxford Archaeology. Première chose, ça n'a rien à voir avec l'université d'Oxford. En fait, ça vient du County. Vous avez aussi le nom de Framework Archaeology,
Ça, c'est justement un de ces opérateurs qui a été créé de façon artificielle par fusion pour fouiller des gros. Ces gens-là, non seulement ils publient toutes leurs données, ils ont ce qu'ils appellent la Oxford Archaeology Library. Quand je dis toutes leurs données, ils mettent leurs rapports et mettent leurs données brutes. Et les implications, par exemple, c'est eux qui ont fouillé dans le cadre de Framework Archaeology un travail comme le Terminal 5 de l'aéroport de Heathrow. Énorme surface, ils ont aussi fait Stansted. Énorme surface, ils ont aussi fait impliqué dans le cadre du travail Eurostar. Ça, c'est fabuleux. Tout y est. Quand je dis tout, si vous avez un peu de patience, vous pouvez télécharger toutes les données et vous pouvez refaire le site à la maison. Il y a une éthique de partager les données qui est exceptionnelle, que je n'ai jamais rencontrée, poussée jusque dans ce détail chez mes collègues à l'université. Ces gens-là font un travail exceptionnel. Alors, assez parlé des cadres légaux, je vais vous montrer un petit peu d'archéologie. Alors voilà le site de Over. On est dans le sud-est de l'Angleterre, vous voyez la croix. Quand ça aura décidé d'arrêter de trembler, vous remarquerez peut-être que juste au nord de la croix rouge, il y a une teinte de gris un peu plus légère. En fait, Over se trouve au bord d'un marécage qui, jusqu'à l'âge du bronze, était une zone sous influence maritime. Très important. Alors c'est un site qui couvre des centaines d'hectares. C'est une carrière de gravier qui a été suivie par le même opérateur, la Cambridge Archaeological Unit, depuis maintenant presque 15 ans. Ça, c'est votre marécage. Et ce qui se passe, c'est que la rivière arrivant sur ce marécage crée un phénomène de delta. Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est quel est le type d'organisation spatiale qu'on a. Alors ça, c'est le plan d'ensemble au bout de 15 ans. Moi, j'ai juste fait ça. Quand je dis juste, ça fait 112 hectares. Alors, vous avez, en tremblotant, les tranchées. On a ouvert 10 km de tranchées. Probablement pas les journées les plus excitantes de ma carrière. C'est long, c'est beaucoup, mais on a failli tout rater. Parce qu'on a ouvert à 5%. Et donc, en fait, quand on voyait par exemple les tertres, on serrait un petit peu plus le maillage, mais toute cette zone-là, ici, à l'origine, on l'avait ratée. Parce que quand vous ouvrez à 5% dans une tranchée qui fait 2 mètres, vous ne pouvez pas nécessairement voir beaucoup de choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en ouvrant autour des tertres, on a commencé à voir ces fossés et on s'est dit « Oh oh, on a peut-être raté quelque chose ». Coup de chance, 15 ans que la société travaille, on connaît le promoteur et il a été suffisamment gentil pour nous laisser retourner. Et on a resserré le maillage et on a trouvé le site. Et ça, c'est justement le problème. Quand vous avez un maillage à 5%, parce que c'est ce que vous faites parce que ça ne coûte pas trop cher, le risque de rater est relativement important. Cela étant dit, on n'avait quand même pas raté non plus celui-là que je vais vous montrer dans un instant. Ça, c'est une dune fossile. Je ne me rappelle pas la surface au total. Je sais qu'on a suivi le site sur 60 mètres de large sur 500 mètres de long. Et ce que vous avez, c'est une dune fossile dont la morphologie change un petit peu. Alors, ça ressemble. Alors, la manière dont le travail a été opéré, c'est d'abord tout décaper. Et vous obtenez cette surface grise que vous pouvez voir sur la photo aérienne. Ça, c'est un sol enterré. C'est là-dedans que se trouve probablement entre 80 et 90% des artefacts. Donc, on a tout décapé jusqu'à ce niveau-là. Et puis après, mon boss et moi, on s'est lâchés. J'ai encore une très très bonne réputation là. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord fait ramasser tout ce qu'il y avait à la surface avec un GPS. Quelques centaines de points. Puis une fois qu'on a fait ça, on a fait des cartes. Puis on a fait un maillage à 10 mètres. Tous ces petits points sont des petites tranchées de 1 sur 1. Et puis une fois qu'on avait des valeurs un peu élevées, on faisait un maillage à 5 mètres. Et puis quand on avait des valeurs très élevées, on faisait ce que vous voyez là, on faisait de l'échiquier. Au total, on en a fait... J'en ai quand même fouillé quelques-uns. À peu près 700.
Donc on s'est vraiment lâché. On avait un petit peu de temps, on avait suffisamment d'argent, on s'est dit ce site-là, on ne peut pas le rater. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Une fois que cet échantillonnage a été fait, ça nous a juste ramené 70 000 artefacts, vous redécapez tout et vous arrivez au niveau de sable en tant que tel que vous pouvez voir dans le profil qui correspond à la partie en jaune sur la photo aérienne, deux phases différentes. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à voir vos structures. Et ici, je crois qu'on a eu 600 structures. Alors ce que ça donne ça. Ce qu'on a trouvé, c'est au total, on a 35 zones réparties sur 8 périodes. Et ça va du Mésolithique à l'âge du fer. Ce qui est important, c'est que sur ces 35 zones d'occupation, il y en a plus de la moitié qui n'existent qu'au travers de l'échantillonnage. Petite occupation de surface où il n'y a pas nécessairement une fosse qui a été construite, creusée, et vous allez probablement rater votre site si vous ne faites pas attention à votre sol enterré. Alors, je ne vais pas vous faire le détail, ne vous inquiétez pas. Juste regarder en vitesse l'âge du bronze moyen. L'âge du bronze moyen, c'est essentiellement des fossés qui suivent la morphologie de la dune. Ce n'est pas le plus impressionnant. Vous pouvez voir, c'est relativement c'est profond comme ça. Mais c'est excessivement intéressant. C'est d'autant plus intéressant que si vous utilisez un détecteur de métal, rappelez-vous, détecteur de métal Angleterre, longue histoire d'amour, Ben Roberts vous en parlera tout à la fin, vous trouvez ça, artefact classique de l'âge du bronze moyen, et ils venaient tous de cette zone-là, près de l'ouverture. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses-là. Et en fait, ce genre de fossé organisé en parcellaire, c'est la signature de l'âge du bronze moyen en Angleterre. Et ça, c'est une carte de distribution qui a été réalisée en 2007. Carte de distribution qui n'aurait pas pu être réalisée avant 2007. Parce qu'en fait, ces parcellaires, vous ne pouvez pas les voir, sauf si vous faites plein de tranchées. Vous faites une tranchée, vous voyez un morceau de parcellaire long comme ça, puis vous faites une autre tranchée, puis vous faites une autre tranchée, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que tous ces morceaux se mettent ensemble. Et ça, c'est un des résultats fondamentaux de l'archéologie préventive en Angleterre. La découverte et reconnaître que ces parcellaires existent. Pourquoi le métal est important? Parce qu'en fait, ces dépôts de métaux qu'on connaît sont très clairement et très souvent associés à ces parcellaires. Ça leur donne un contexte archéologique. Donc là, chose excessivement importante. Un petit peu d'âge du fer, en particulier cette zone-ci, qui est la zone la plus élevée sur la dune. Alors, en soi, le site n'est vraiment pas intéressant. Vous avez ce petit fossé, petite maison ronde. Mais comme vous avez pu le voir sur la DIA, il y a des choses qui sont un peu plus intéressantes et un peu plus amusantes. Toute une série de restes humains avec traces de découpe, avec une série de trous qui ont été faits. Et je ne suis pas assez grand pour sauter, mais en gros, ils sont tous à la périphérie, ils sont tous été retrouvés dans la rivière. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans l'âge du fer anglais, c'est tous ces dépôts. On a aussi toute une série de fibules, on a toute une série de peignes. Et en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un tout petit site, mais qui est très riche. Il est en fait beaucoup plus riche que ça. Est-ce que vous voyez, quand ça arrête de trembler, tout en haut, vous avez une petite zone en grise qui s'appelle F214. C'était un gros dépôt. Celui-là, je me suis amusé à le fouiller. C'est l'avantage quand vous dirigez, vous pouvez vous garder les bonnes choses. Ça ressemblait à ça, après une semaine. Il y a, si mes souvenirs sont bons, il y a 3 chevaux, une série de restes humains. Il y a aussi plein d'ossements d'oiseaux qui sont là, je vais vous parler dans un instant. Il y avait aussi des fibules. En fait, ce qu'on a ici, c'est une petite plateforme avec une activité rituelle de déposition fortement importante. Le site en tant que tel est relativement insignifiant en termes de superficie, mais d'un point de vue qualitatif, il est exceptionnel. Par exemple, quand on regarde les oiseaux, ce n'est pas juste des oiseaux qui ont été mangés. Il y a des découpes faites sur des ailes de corbeau, il y a des faucons, et toute une sorte de choses là. Donc là, on est véritablement dans un petit sanctuaire,
et c'est quelque chose que l'on connaît dans la région, qui a été identifié dans le cadre d'autres opérations préventives. Alors, il me reste encore un peu de temps, et c'est maintenant que je vais vraiment commencer à m'amuser après la mise en bouche. Maintenant, on va changer d'échelle. Over, c'était un très beau site. On s'est bien amusé. Ça, c'est une carte faite au départ des données du Archaeological Investigation Project, dont le but était de faire une cartographie de tout le préventif en Angleterre. Vous ne pouvez même plus identifier les points ici. C'est juste une espèce de nuage continu. On parle de milliers d'opérations. Il y a toute une série de gens en Angleterre qui se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un potentiel de recherche qu'il fallait essayer de comprendre. Et alors, il y a toute une série de projets, projets sur la période romaine qui a été récemment réalisé à Reading. En haut à gauche, vous avez un premier projet qui avait été fait par Richard Bradley sur les îles britanniques et sur l'Irlande. J'étais lié à la publication de la base de données. Et alors, il y a le projet Later Prehistory of Northwestern Europe. Ça, c'est le projet qui m'a payé pendant 4 ans. Je vais vous montrer ce qu'on a essayé de faire. Ce qu'on a essayé de faire, c'était de regarder ce qu'on appelle la littérature grise. Qu'est-ce que c'est la littérature grise? Vous avez une définition. C'est tout ce qui est écrit et qui n'est pas publié de façon traditionnelle, je dirais. Ce n'est pas un problème qui est propre à l'archéologie. C'est un problème qui est beaucoup plus large. Les archéologues ont probablement intérêt à un petit peu regarder ce qui se fait à côté. Mais cette littérature grise, c'est vraiment un problème. C'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on trouve tous ces rapports? Comment est-ce qu'on se les fournit? Et est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Et vous avez tout un débat qui est, c'est très bien d'avoir fouillé. Ok, vous avez trouvé des beaux sites. Mais fondamentalement, est-ce que vous n'avez pas jeté de l'argent par les fenêtres? Est-ce qu'au bout du compte, vous avez en fait fondamentalement changé notre connaissance sur le passé? Oui, il y a peut-être comme ça, vous pouvez mettre en évidence 2 ou 3 exemples, mais est-ce que fondamentalement, vous avez fait autre chose? Et ça, c'est un des objectifs de ce que j'ai essayé de faire avec mon collègue. Alors, les points pour les îles britanniques, c'est un projet précédent. C'est uniquement pour la préhistoire récente, du néo à l'âge du fer. Et donc là, vous avez presque 3000 sites. Pour le continent, ça c'est le travail que mon collègue Léo et moi on a fait pour Richard Bradley et Colin Hazelgrove. Richard et Colin nous ont engagés parce qu'on avait tous les deux fait un petit peu d'université, un petit peu de préventif, et ils nous ont dit on aimerait bien écrire un truc sur ce qui se passe sur le continent, parce que tout d'un coup, les Britanniques qui se rendent compte qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la mer. On aimerait bien avoir une base de données. Est-ce que vous pouvez regarder ce qui s'est fait en préventif entre fin des années 90, fin des années 2000, du néo à l'âge du fer? Et donc Léo et moi on s'est dit ah ok bon ben d'accord, on leur a fait une base de données, on a passé beaucoup trop de temps dans les archives et au total on a 5744 sites. Si maintenant on considère qu'un site peut avoir plusieurs phases, on a presque 9000 points. C'est probable, ce n'est qu'un échantillon, mais c'est un bel échantillon. Et on peut faire plein de choses avec ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est écrire un livre qui est malheureusement un peu cher. Mais bon, il est là. Au passage, ce qui m'amuse, c'est de savoir que c'est justement le site de Over qu'on a décidé de mettre sur la couverture. C'était assez rigolo à ce niveau-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer ce qu'on peut faire avec ce genre de données. Il va y avoir 2 parties. La première chose, c'est une réflexion sur est-ce qu'on peut faire quelque chose? Fondamentalement, la raison pour laquelle on fait du préventif, c'est parce qu'il y a un promoteur qui a décidé d'aller quelque part. Il n'y a pas un raisonnement archéologique sous-jacent au choix de l'endroit où on va fouiller. Est-ce que de ce point de vue-là, il y a encore intérêt à aller regarder l'archéologie? Et la deuxième chose, c'est de vous donner 2 ou 3 exemples où l'archéologie a véritablement changé profondément ce que l'on considère sur la préhistoire récente. Alors, on peut faire plein de choses. On peut faire surtout plein de choses quand on aime les SIG, les systèmes d'information géographique, et qu'on aime un petit peu les stats, je suis désolé. La première chose qu'on peut faire, c'est utiliser une technique qui s'appelle hexagonal binning. En fait, ce que vous faites, c'est que vous faites une grille et vous demandez à l'ordi de compter le nombre de sites par hexagone. Et donc, dans ce cas-ci, chaque polygone a environ 720 km². Et en fonction, si c'est jaune, il y a moins de sites. Si c'est rouge, il y a beaucoup de sites. Donc, vous pouvez voir 2 choses. Oui, d'accord, il y a des trous.
il y a aussi des densités qui sont différentes. Cela étant dit, si ça arrête de trembler, vous verrez que la densité maximale est de 72 sites par polygone. Coup de bol, je ne l'ai pas fait exprès. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul de mes polygones où il y a plus de 1 site par 10 km². C'est probablement une des bases de données les plus larges qui existent, mais quand vous remettez ça en perspective, c'est quand même pas encore exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec ce que font par exemple les écologistes. Alors, ce que vous voyez donc, c'est qu'il y a des différences, il y a des trous, et il y a des différences en termes de quantité. Comment peut-on expliquer ces différences? Comment peut-on les décrire? Alors, il y a des différences qui sont liées aux cadres légaux. C'est là qu'il y a le belgo-britannique qui intervient. Je me suis amusé à faire ce qu'on appelle un cartogramme. Alors, un cartogramme, prenez une carte, au hasard, la Belgique, et puis vous demandez à l'ordi de déformer la carte en fonction de la densité d'un paramètre que vous avez donné. Et donc, dans ce cas-ci, j'ai mis le nombre de sites qui étaient dans ma base de données. Et alors, vous voyez la Flandre, qui tout d'un coup prend du poids. Le Hainaut et la province de Liège, qui prennent du poids. En fait, ils ont pris du poids, mais ça, c'est parce que j'ai été gentil. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les opérations TGV qui avaient été menées au début des années 90, en dehors de la période qu'on m'avait demandé de regarder, mais je savais très bien que si je ne prenais pas ça, j'allais oublier la plus bonne partie de ce qui existait. Et puis après, vous pouvez tout juste recommander Namur, Luxembourg. Alors je ne vais pas m'étendre lourdement, mais en gros, ça, c'est des différences entre deux systèmes légaux. C'est un système qui reconnaît la nécessité d'une archéologie préventive, où c'est les promoteurs qui payent, et une autre où c'est l'archéologie préventive se fait selon le bon vouloir de la région. Et là, très clairement, il y a une différence de densité qui est évidente. Alors, ce que ça implique, c'est ce qui est à l'écran, un article qui a été publié récemment par Tim Evans, qui travaille pour Archaeological Data Service, c'est que ces données sont totalement biaisées, par définition. Elles ne sont pas représentatives. Mais, plutôt que de s'arrêter et de dire « c'est pas représentatif », on va essayer de comprendre ce pas représentatif. Et on va essayer d'explorer ça. Et on va voir si, au bout du compte, il y a quand même moyen de dire quelque chose. Alors, ce que Tim Evans fait, il utilise une autre technique qui s'appelle kernel density. Donc, ce que vous faites, c'est une représentation de la densité du nombre de points. Dans ce cas-ci, il prend les données qui sont dans la base de données OASIS. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez une très forte densité dans le sud de l'Angleterre, en particulier dans Londres et sa périphérie, reflet de l'activité économique. Et puis après, il échantillonne et il prend l'âge du fer. Et il arrive à la conclusion que, regardez, la densité que j'ai à l'âge du fer correspond à la densité que j'ai au niveau de l'archéologie préventive en général. Et donc, en fait, ce n'est pas une distribution qui est représentative de l'âge du fer, c'est une densité qui est représentative de l'activité économique moderne. OK, d'accord, oui, pourquoi pas. Alors, je me rappelle j'ai lu ça il y a 3-4 mois, puis je me suis amusé à faire la même chose. Alors, j'ai pris toute ma base de données, c'est ce que vous avez sur la grande carte, et puis je l'ai échantillonné. Et en haut, vous avez le néolithique, et en bas, vous avez l'âge du fer. Et ce que vous voyez, c'est que oui, il y a ces concentrations qu'on avait déjà repérées, qui sont juste exprimées sous une autre forme. Vous les rencontrez quand vous regardez vos sites néolithiques, mais de façon un peu plus éclatée. Et par contre, quand vous arrivez à l'âge du fer, ces densités sont très clairement les mêmes. Et en fait, ça, très joli, mais ça ne sert à rien. La raison pour laquelle ça se passe, c'est parce que ça, c'est 50% de ça, et les données néolithiques, c'est simplement 10% des données totales. Et donc, en fait, ce qui se passe, oui, vous pouvez faire kernel density, mais au plus vous allez prendre une période qui contribue largement à la population de sites de début, par définition, elle va vous donner le même signal. Donc, une fois que vous avez compris que oui, en effet, l'archéologie économique, l'archéologie préventive est vraisemblablement structurée par l'économie, ça ne sert plus à rien de découper en petits bouts. La seule chose que ça vous dit, c'est que ça, c'est beaucoup de ça, et que ça, c'est un peu moins. Est-ce que ça veut dire que je dois m'arrêter de parler maintenant et qu'on peut tous
aller prendre un verre. Non, désolé, il y a moyen de faire autre chose. Cette fois-ci, j'ai pris les Pays-Bas et j'ai utilisé une autre base de données qui n'est pas la mienne, qui est la base de données du dépôt officiel d'archives hollandais. Et ça, c'est la base de données telle qu'elle était disponible il y a de cela quelques années. Et vous avez 9317 opérations dans lesquelles vous avez des études de bureau, vous avez simplement du carottage, vous avez des tranchées, vous avez de la fouille, vous avez tout. Mais là, vous avez véritablement le pouls de l'archéologie préventive aux Pays-Bas. Et ce que j'ai mis en dessous, vous ne pouvez presque plus voir, c'est toute une série de couleurs qui correspondent au type de territoire, au type de paysage. Paysages qui sont essentiellement artificiels, paysages qui correspondent à l'agriculture, paysages qui correspondent à des paysages naturels ou semi-naturels, et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est, si en effet mon archéologie préventive est un reflet de l'économie, ça devrait se voir. Avant de faire ça, il y a moyen de faire autre chose. Il y a moyen d'utiliser un de mes tests statistiques préférés. Alors, accrochez-vous parce que celui-là, vous n'allez vraiment pas l'aimer. L'idée de base, c'est-à-dire il y a plein de points. Mais d'un point de vue spatial, est-ce que mes points ont une structure ou pas? Est-ce qu'on est face à une distribution qui est tout à fait aléatoire ou non? Et pour ça, il y a un test statistique qui s'appelle Replay Case Function. Alors, ce que vous ne devez pas regarder, c'est l'équation en haut. Ne vous inquiétez pas, je ne la comprends pas. Mais ce que je peux vous expliquer, c'est ce qui se passe ici. Pour chaque point, vous prenez des cercles concentriques, avec à chaque fois le rayon qui augmente. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez un rayon X, et vous comptez le nombre de points qu'il y a au sein de votre cercle, et vous le comparez au nombre de points qu'il y a à travers tout. Et vous répétez ça systématiquement pour l'ensemble des points. Puis vous faites une somme de tout ça, et vous comparez ça à une simulation aléatoire. Ce que ça peut vous donner, c'est ce genre de graphique-ci. Comment ça se lit? Ça, c'est ce à quoi le graphique devait correspondre si on avait du bruit. Si on avait quelque chose de profondément aléatoire, avec éventuellement ce qu'on appelle une petite enveloppe, c'est-à-dire ça peut un peu fluctuer. Et l'idée, c'est que toutes les valeurs qui sont au-dessus indiquent que les données sont clustered, denses, alors que toutes les données qui sont en dessous sont des données qui, elles, sont beaucoup trop dispersées. Et l'avantage de ce test statistique, c'est que ça vous permet d'évaluer cette densité en fonction de la distance. Donc, dans ce cas-ci, vous avez une distribution qui est par exemple à micro-échelle où vous auriez plein de petits points denses, mais au total, tous vos petits nuages sont complètement éclatés à travers un paysage. Alors si vous faites ça, en haut vous avez la fonction, je vous ai gardé la vision théorique juste pour que vous puissiez voir les différences. Conclusion, mes données sont hautement denses. Elles ont une structure spatiale excessivement importante. Ça n'est pas de l'aléatoire. Ce qui veut donc dire que les promoteurs ne vont pas construire des maisons n'importe où. Ils vont construire des maisons dans des régions excessivement spécifiques. L'activité économique a une structure. En gros, ça ne sert pas à beaucoup, mais c'était rigolo. Ce qu'on peut faire, c'est après regarder les données que moi j'ai. Et en fait, vous retrouvez exactement le même effet. Moi, j'ai 634 sites préhistoriques. Donc, même si ça fait moins de 10% de l'ensemble des opérations, l'échantillon est suffisamment large que pour être structuré de même façon. Donc, les données sont excessivement denses. Gardez ça à l'esprit, vous verrez à quoi ça sert. Alors maintenant, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a moyen de décrire ça d'une autre façon? Alors, ce que j'ai fait ici, en haut, vous avez un histogramme qui, pour l'ensemble des Pays-Bas, décrit le type de paysage. Donc, vous voyez que, par exemple, vous avez fort peu de territoires en rouge qui correspondent à un territoire artificiel. Vous avez pas mal de territoires en jaune qui sont des territoires agricoles, pas mal de forêts, et vous avez aussi ce qu'on appelle des composites. Et puis après, vous faites exactement la même chose, vous comptez pour l'archéologie. Et ça, c'est quand vous comptez vos 9300 points, ça, c'est vous comptez les 600 points.
Et qu'est-ce que vous voyez? Que la distribution d'origine est complètement différente de la distribution que vous obtenez pour l'archéologie préventive. L'archéologie préventive s'effectue essentiellement dans le rouge et dans le jaune. Le rouge, c'est des territoires dits à dominance artificielle. Urbains, banlieues, ce genre de choses-là. Donc, en fait, l'archéologie aux Pays-Bas est avant tout une pratique qui se fait dans des poches bien spécifiques, qui ont une signature économique. Est-ce qu'une fois de plus, ça veut dire que je peux juste m'arrêter maintenant de parler parce que bon, ben voilà, ça ne sert plus à rien, tout ce que vous allez voir maintenant, c'est juste un reflet de l'activité économique? Non, vous inquiétez pas, j'ai encore plein de choses à vous dire. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est reprendre la base de données d'ensemble. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est regarder la distribution, par exemple, du nombre d'habitats d'une période à l'autre, d'une région à l'autre. Et vous voyez que dans l'ensemble, vous commencez au néolithique, avec des fréquences relativement basses, sauf ici, ça c'est le Rubanais, dans le bassin parisien, et qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus de sites quand on arrive dans l'âge du fer. Oui, c'est très bien. Le graphique ne se lit pas de façon aussi simple. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait qu'il y ait plein de petites différences. Et je vais essayer de vous montrer toutes ces petites différences, pourquoi elles sont intéressantes. Alors, on va commencer par tout ce qui est néolithisation de l'Europe du Nord-Ouest. Alors là, j'ai fait autre chose. Une autre base de données sur laquelle je suis en train de travailler, vous prenez toutes les dates C14 qui existent pour le néolithique et le mésolithique dans une région, et vous utilisez une interpolation. Donc là, vous avez toutes les dates pour l'arrivée du néolithique. Vous avez en rouge les dates les plus anciennes, avec le Rubanais suivi par le Villeneuve-Saint-Germain, et puis après la néolithisation des îles britanniques qui intervient beaucoup plus tard. Alors je l'ai déjà dit, c'est une carte qui n'aurait pas été possible en fait il y a de cela une vingtaine d'années, parce que toute la zone rouge ici, toute l'extension, tout le post-Rubanais, ça s'appelle le Villeneuve-Saint-Germain, ou Blicky Villeneuve-Saint-Germain. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pratiquement pas, ou en tout cas pas à cette échelle-là et dans ces régions-là, dans le nord de la France, avant le préventif. Ça, c'est un des succès de l'archéologie préventive. Et je vous ai simplement souligné le site de Aubevoie. Alors là, on peut aussi commencer à se demander, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette avancée du néolithique? Une des raisons probables, c'est qu'en fait, dans beaucoup de tombes, vous trouvez des bracelets de schiste, et qu'en fait, ils essayaient de chercher des sources de schiste, et après, vous pouvez commencer à comprendre le fonctionnement de cette culture archéologique en termes de réseau de circulation et autres. Alors ça, c'est ce qui se passe sur le continent. Maintenant, je crois que si mes souvenirs sont bons, il va falloir que je fasse un tout petit interlude. Voilà. Et vous pouvez voir que je suis très 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 bon pour dessiner. Alors, je vais essayer de vous expliquer très rapidement, parce que sinon vous ne comprendrez pas dans 2 dias, une méthode qu'on appelle Date as Data, qui est très 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 à la mode. L'idée est toute bête. Dans le passé, certaines choses se font, comme par exemple tuer cette pauvre vache. Après ça, vous l'avez mangée et vous allez jeter. Et ça va créer des déchets. Une partie de ces déchets vont après être fouillés par un archéologue. Et une partie ira, vous recommencez tout de suite un accélérateur de particules qui va vous donner une datation C14. Donc vous avez quelque chose dont vous pouvez suivre la logique. Alors vous prenez une région, vous prenez toutes les dates C14 qui sont disponibles, et vous faites une somme. Et vous allez obtenir ce schéma-là. Et l'idée, c'est, s'il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup d'eau qui ont été trouvées, qui ont été déposées, qui ont été fouillées, qui ont été datées, donc vous allez avoir une densité relativement basse. Par contre, s'il y avait plein de gens, c'est arrivé plein de fois, et donc vous allez avoir cette explosion dans la somme des dates C14. Le fait que ça soit en rouge et en bleu, oubliez, c'est parce que vous comparez ça aussi à un modèle, mais pas grave. Ça, c'est la méthode. C'est simple. C'est tellement simple que ça ne peut pas marcher. Parce que ce n'est pas une relation linéaire. Il y a ce qui va arriver dans l'archéologie, il y a ce que les archéologues vont décider de fouiller, il y a ce que les archéologues vont décider de dater, et ainsi de suite. Donc moi, je considère que c'est une méthode qui est intéressante parce qu'elle ne devrait pas fonctionner. Elle est trop simple. Mais quand vous avez beaucoup de données
et que vous les utilisez, en fait, ce que ça vous permet de voir, c'est une fluctuation. Et si vous êtes un tout petit peu plus subtil, plutôt que de simplement voir ça en termes de cette fluctuation plus, moins de gens, vous pouvez commencer à essayer d'évaluer un peu plus. Donc c'est juste un moyen de manger de la donnée à large échelle. Alors c'est un travail qui a été mis au point, les fondements théoriques ont été mis au point aux États-Unis, et c'est UCL, l'université où je travaille, qui a fait un gros travail récemment. Alors maintenant on regardera ce qui va se passer entre 4002 et 3005 sur le continent et sur les îles britanniques. Et ce que vous voyez, en particulier ici pour le sud de l'Angleterre, l'Écosse est tout en haut pour l'Irlande. La flèche bleue vous correspond à la date d'introduction du néolithique. Et vous voyez qu'après ça, presque immédiatement après, ou 2 ou 3 siècles au maximum, les courbes s'envolent. Et vous obtenez ces pics. Et puis après, ça retombe. Alors le fait que ça retombe, ça on peut en discuter. Mais le fait qu'à chaque fois, dans des régions différentes, ça augmente, c'est un indice pour dire qu'il y a quelque chose qui se parle en termes de démographie, qui est en effet un des facteurs qu'on a souvent associés à la néolithisation. Je ne vais pas vous refaire toute la démonstration, mais là, on a une donnée qui est excessivement intéressante. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça d'un point de vue préventif? Si maintenant vous regardez l'archéologie, ah oui, par exemple, il y a des maisons, pas beaucoup, hein, il y a peut-être une quinzaine de maisons ici dans la zone continentale, et on retrouve le même genre de choses, par exemple en Angleterre, mais surtout en Irlande. Et là, par contre, on parle de centaines de maisons, toutes dans 3 siècles. Et ça, c'est quelque chose qui a été découvert fin des années 90, début des années 2000, en contexte préventif, quand l'Irlande connaissait un boom économique et qu'ils ont été suffisamment malins pour se doter d'une loi qui leur a permis de fouiller. Et donc ce qui se passe, très amusant, c'est que oui, il y a des traits ici que l'on connaît, puis il y a un mouvement associé vraisemblablement, enfin pas vraisemblablement, associé à un mouvement démographique, et pendant le passage, les traits d'origine, c'est un peu comme si vous les remélangiez et ça donne quelque chose qui ressemble mais qui a déjà obtenu quelque chose d'autre. Et ça, c'est une des signatures, à mon sens, de la néolithisation. Alors quand je dis que c'est du démographique, si vous prenez maintenant les résultats de l'ADN fossile, ça, c'est des données qui viennent de sortir il y a 2 mois pour l'Irlande. En rouge, vous avez en fait maintenant en Irlande, associé au néolithique, l'introduction de toute une série de gènes dont on sait très bien qu'ils sont liés à l'introduction des néolithiques. Ce sont des gènes qu'on ne connaît pas dans le mésolithique européen, qu'on voit avec le rubanais, qu'avant ça on voit dans le Starchevo, qu'avant ça on voit au Moyen-Orient. Donc là, vous pouvez mettre tout le morceau ensemble. La technique, activité de recherche, ADN fossile, vous pouvez mettre le préventif, vous pouvez mettre votre C14 et vous pouvez écrire une jolie histoire. Alors, je vais vous montrer maintenant, pour terminer, 2 exemples de l'âge du bronze. Je reviens à la carte de début. Maintenant, je prends l'âge du bronze moyen. Et donc, si je faisais le détail, ce qui est important de voir ici, c'est que si vous prenez par exemple une fenêtre entre 1600 et 1200, d'une région à l'autre, vous allez avoir des densités qui sont tout à fait différentes. Ce que la carte montre assez bien. Plein de points aux Pays-Bas, un peu plus dans les Flandres. Oublions la Wallonie en considérant que c'est parce qu'on n'a pas nécessairement assez de données. Et puis vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien, par exemple ici, en France, alors que là, par contre, il y a une archéologie préventive bien développée. Si j'avais élargi ma carte, vous auriez vu plein de points en Normandie. Pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est, OK, qu'est-ce qui se passe aux Pays-Bas? Alors maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes points pour l'âge du bronze moyen et j'ai changé le fond de carte. Dans ce cas-ci, j'ai pris un fond de carte qui n'est plus l'économie. Ce qui m'intéresse, c'est le passé. Je suis archéologue. Ce que j'ai pris, c'est un fond de carte qui est une interpolation de à quoi ressemblait le type de paysage dans les Pays-Bas à cette période-là. Ce que vous voyez, c'est que vous avez des zones, on est aux Pays-Bas, est-ce que c'est vraiment des zones plus hautes? Les zones un peu moins basses, comme par exemple ici. Vous avez plein de sites le long des rivières, et toutes les zones en brun qui correspondent à des zones de tourbe, il n'y a rien.
tout simplement parce que ce ne sont pas des paysages où il y a moyen de s'implanter. Je me rappelle avoir fait cette carte, j'avais des points qui ne disaient rien, et puis tout d'un coup, ah, ça fait sens. Ça, c'est une des raisons qui explique aussi pourquoi mon archéologie est hautement densifiée. Parce que simplement, indépendamment du fait que je suis l'archéologie préventive et que je suis l'économie, fondamentalement, le paysage néerlandais, une de ses propriétés, c'est de ne pas être un canevas complètement blanc. Il y a des zones où on peut, il y a des zones où on ne peut pas se mettre. Et c'est là qu'on commence à reprendre la foi sur ce que nous dit le préventif par rapport au passé. Autre chose, ici vous avez une comparaison des dates C14 pour les tertres et puis pour l'âge du bronze moyen, en particulier pour les maisons. Ce que vous voyez, ça c'est les travaux qui ont été faits par Quentin Bourgeois, David Fontaine, Sten Anderlussen. Là, je reprends leurs travaux qui montrent qu'avec votre âge du bronze moyen, vous avez aussi un autre type de paysage archéologique. Vous n'avez plus un paysage de tertre, vous allez avoir maintenant un paysage plus de maisons. Alors, à quoi ressemblent ces maisons? Et c'est là que les travaux de Stein sont excessivement importants. Tout ça, c'est, à de très rares exceptions, le résultat du préventif. Sten Anderlussen, qui a fait sa thèse sur ce sujet à Leiden, quelqu'un qui a d'abord travaillé dans le préventif, qui a fouillé une partie de ces sites, et puis après qui s'est dit, bon, il y en a quand même pas mal, je vais les mettre les uns derrière les autres. Et ce que Stein a pu mettre en évidence, c'est que non seulement vous avez une explosion en termes de quantité, mais aussi que quand vous regardez ce qui se passe en termes de plan, il y a une cohérence. C'est bien une tradition architecturale dont on peut suivre les différences locales. Donc là, vous avez véritablement un boom en termes de type d'architecture qui correspond vraisemblablement aussi à quelque chose qui se passe en termes de gens. Et quand on regarde ce qui se passe dans l'économie, ici vous avez orge, blé, oiseaux et poissons, et ici vous avez un graphique qui vous représente le type de faune domestique. Dans tous les cas de figure, à part une exception, vous avez une économie qui est essentiellement une économie basée sur du bovin, pas nécessairement ce qu'on voyait avant. C'est tellement beau qu'il y a même des sites qui sont préservés où on voit les empreintes de bovins qui sont amenés à être bougés dans le paysage de façon systématique. Vous voyez aussi qu'il y a un investissement dans les céréales qui est fort important, qui est tout à fait différent de ce que vous auriez pu voir avant. Et donc en fait ici, grâce au préventif, vous avez une combinaison de facteurs qui est excessivement intéressante. Vous avez explosion du nombre de sites, localisation dans des paysages excessivement particuliers, tradition architecturale au sens strict du terme, qui s'accompagne avec un certain type d'économie. Tout ça sont des phénomènes qui se répondent les uns aux autres et qui permettent d'identifier la nature d'une de ces petites différences régionales que j'essaye de voir. Alors maintenant, je vais vous montrer mon dernier exemple, où je vais tout mettre ensemble. Champagne-Ardenne. Exactement le même type de fond de carte que ce que je vous ai montré il y a de cela un quart d'heure, où j'ai pris l'économie. Alors je me suis amusé. Fondamentalement, on peut s'attendre à ce que la Champagne-Ardenne soit un paysage qui est peut-être plus cohérent ou moins structuré que les Pays-Bas. Qu'est-ce qui se passe si je fais ma fonction K? Pas de bol. Même chose, tout est dense. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si je regarde la densité de points en termes économiques et que je regarde la différence entre la structure du paysage dans son ensemble et la structure du paysage archéologique, je dirais. Là, vous voyez exactement le même genre de différence. Et l'archéologie se caractérise par essentiellement des opérations, uniquement pour les sites de préhistoire, qui se fait dans des contextes urbains ou périurbains. Petite différence, alors que dans le paysage néerlandais, les données se trouvaient ici. Ici, on se trouve en particulier dans des opérations qui se font dans le cadre d'une agricole. Alors, ça s'explique par deux choses. Ça s'explique par la nature du paysage local, mais aussi par le fait que si vous regardez mes points, regardez que vous avez en effet une certaine densité, mais vous avez aussi des lignes qui se dégagent. Certaines de ces lignes en fait correspondent à opérations où on a suivi des routes ou opérations où on a suivi des lignes de train. Et donc là, vous avez une fois de plus une archéologie qui est structurée par l'économie. Est-ce que ça veut dire que pour autant je dois m'arrêter là?
Alors là, j'ai fait une différence en suivant les travaux de Jan van Moerkerke, un autre immigré belge de l'archéologie, il y en a quelques-uns comme nous, où il fait la différence entre 3 régions principales en Champagne, que j'ai matérialisées. Et ce qu'il s'est amusé à faire, c'est en bleu, visualiser les sites que l'on connaissait avant, toute une série d'opérations préventives, et en rouge, ce qui a été trouvé dans le cadre préventif. Et vous voyez 2 choses. Un, c'est peut-être pas une mauvaise chose de faire de l'archéologie préventive, parce que tout d'un coup, mon néolithique et mon âge du bronze, ou bien mon âge du fer, qu'on connaissait à peine, apparaît. Donc, au bout du compte, même si on est dans une structure qui est liée à l'économie, on a commencé à gagner plus de données, on a un meilleur échantillonnage. Cela étant dit, ce qui est amusant, c'est que si vous comparez les distributions de mes 3 zones, vous verrez que le type de site qui a été trouvé, ou les périodes, même si c'est dans tous les cas de figure, c'était du préventif en France, fait de façon excessivement systématique, toujours avec les mêmes méthodes, on ne trouve pas les mêmes périodes. Dans cette partie-ci, l'Argonne, il n'y a pratiquement pas de néolithique ou d'âge du bronze, en tout cas jusqu'à l'âge du bronze récent. Ça, c'est une première indication que simplement parce que vous fouillez plus et que vous augmentez votre échantillon, vous commencez à sentir des différences qui, elles, même si vous êtes dans un échantillon qui globalement est biaisé par l'économie, il y a quand même des différences qui, elles, ne peuvent pas s'expliquer en ces termes-là, qui sont représentatives du passé. Alors, je n'ai pas utilisé de date de C14, j'ai repris les travaux de Jan, où ce qu'il a fait, c'est utiliser la typologie pour donner des dates, et il s'est amusé à faire le même genre de choses que je fais en termes de fluctuation. Et vous voyez, par exemple, qu'en rouge, tout d'un coup, comme ça, vous avez un pic en Argonne. Alors, je me suis amusé à refaire la même chose sur une carte, et vous avez la différence entre l'âge du bronze final et la transition bronze-fer. Je n'ai pas mis l'âge du bronze moyen. Et ce que vous voyez, c'est que l'âge du bronze final, vous avez des sites qui sont distribués dans les 3 zones principales. Et ça, ici, c'est votre pic rouge. Et ça, c'est une zone, rappelez-vous, dans laquelle il n'y avait pas de néolithique, pratiquement pas de l'âge du bronze. Ça, c'est véritablement un effet de colonisation. Ça se passe à toute petite échelle, mais c'est la première fois que ce paysage est utilisé. Paysage de marais, paysage de forêt, pas nécessairement le paysage le plus aisé, mais tout d'un coup, à l'âge du bronze final, il y a « wow, on va quand même essayer ». Puis vous vous mettez un siècle ou 2 plus tard, et vous voyez qu'il n'y a plus qu'un seul site. Et ça, c'est « bon, on a essayé, mais ça ne marche pas ». Et on revient en arrière. Et là, vous avez votre pic qui monte et puis qui s'écrase. Et donc là, vous avez un signal qui est « on va essayer de s'implanter quelque part, et puis on va repartir ». Et la question, c'est « mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on essaye ?» Est-ce qu'ils sont simplement un peu plus volontaires, ou bien est-ce qu'il y a peut-être quelque chose derrière qui les pousse? Alors ça, c'est pour vous montrer le genre d'habitat, ferme dite itinérante. Je vais passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que l'on trouve dans ces sites. Et en particulier, pour une fois, les plantes. Alors, en haut, vous avez la distribution de la variété du type de céréales et de plantes domestiques que l'on trouvait au Néo, dans la région, au bassin parisien en sens large. Pratiquement pas de données pour l'âge du bronze. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'au fur et à mesure que l'on remonte, il y a cette explosion en termes de diversité. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est ça. Ça, c'est le millet. Alors, le millet, c'est une longue et compliquée histoire, mais en gros, il existe en trace au néolithique, avec quelques problèmes, mais tout d'un coup, dans cette région-là, à l'âge du bronze final, il apparaît à large échelle dans l'ensemble des données. Donc, pratiquement tous les sites, on le voit. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, le millet, à la différence du blé ou de l'orge, n'a pas le même cycle agricole. Ça ne se met pas sur les mêmes champs et ça ne se récolte pas au même moment. Ce qui veut dire que si vous avez une économie où vous avez tout mis
dans l'orge ou dans le blé, si vous avez un hiver un peu pourri, vous allez tout perdre. Par contre, si vous avez investi dans du blé et dans du millet, d'accord, vous allez peut-être avoir un été pourri et vous allez tout perdre, mais la chance que vous ayez un été pourri, un automne pourri, là par contre, il ne faut vraiment pas avoir de chance, mais vous avez au moins votre millet sur lequel vous pouvez retomber. Et donc vous avez une économie qui est à plus large spectre. Alors, est-ce que c'est un peu la question de l'œuf et de la poule? Est-ce qu'il y a une économie à plus large spectre parce qu'il y a plus de gens et qu'il faut les nourrir? Ou bien est-ce que c'est le fait d'avoir une économie à plus large spectre qui permet d'avoir plus de gens? En gros, ce n'est pas nécessairement le plus important. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une fois de plus, tous les signaux se mettent les uns derrière les autres. Et à ce niveau-là, le préventif fournit des quantités de données qui sont exceptionnelles. Alors pour conclure, archéologie préventive comme pratique dominante, c'est très clairement le cas dans les îles britanniques, mais c'est aussi le cas, à mon avis, maintenant dans toute l'Europe. Ce qui convient d'insister pour le Royaume-Uni, c'est qu'il y a une longue expérience. Vous avez vu, les premiers documents légaux sont des documents qui apparaissent en 1990. Même si le cadre légal est très restreint, il y a une longue pratique. Et ça, c'est intéressant à voir. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une longue pratique que pour autant tout est très bien, non. Il y a tout un certain problème qualitatif. D'un point de vue social, ce n'est pas nécessairement la joie de fouiller dans le préventif. Ça peut être ingrat, on n'est pas nécessairement bien payé, entre autres parce qu'on est dans un cadre de compétitivité qui est généré par l'absence de cadre légal. Cela étant dit, oui, on fouille, il y a des problèmes de fouille, il y a des problèmes d'archives, mais dans beaucoup de cas, on est face à du haut niveau. On a ce qu'on appelle les cow-boys, les mauvais opérateurs. Ces gens-là, ils finissent très souvent par se faire éliminer, pour une simple et bonne raison. Vous fouillez mal, vous déposez votre rapport, l'archéologue au niveau de la commune qui est responsable va vous regarder et va vous dire « désolé, vous pouvez recommencer ». Et ça, les promoteurs, ils n'aiment pas. Pas tellement une question que ça va leur coûter cher, c'est qu'ils vont perdre encore plus de temps. Donc, bon an, mal an, ce qui se fait en Angleterre est de bon niveau, voire de haut niveau. Alors la deuxième chose, c'est quand on met toutes ces données ensemble, oui, c'est une base de données qui est exceptionnelle. C'est une base de données qui est, par définition, pleine de biais, comme toutes les bases de données, comme toute la pratique de l'archéologie. Mais il y a moyen d'explorer, en particulier parce qu'on a plein de points. Et c'est pour là que, oui, un petit peu de statistique ne fait jamais de mal, je vous assure. Je ne suis pas nécessairement en fait très bon en stats, ce n'est pas un truc qui m'est venu naturellement, mais quand on commence à jouer, quand on commence à discuter, il y a moyen de ressortir comme ça toute une série de signaux qui permettent de faire une archéologie plus traditionnelle, mais plus robuste. Et de ce point de vue-là, il y a une préhistoire, mais bon, je ne vais pas non plus être complètement ferme de la discrimination. Il y a toute une archéologie, on peut faire du romain ou du médiéval, qui est à réécrire en continu sur ces bases-là. Merci beaucoup pour votre attention. Au début, simplement avec les sites d'Over, on voit que à la fois les données dépendent du maillage, tout simplement, et que donc l'archéologie préventive malgré tout contraint à faire avec les moyens du bord, mais en jouant avec les échelles justement et les perspectives. Voilà tout ce qu'on arrive à obtenir, et j'imagine, avec toutes les périodes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais revenir sur le cadre légal de l'archéologie préventive, de ce que vous avez dit. Pourquoi le promoteur n'avait pas de cadre contraignant à réaliser ces fouilles? Non, donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce document qui dit que si on est dans une zone où on pense qu'il y a peut-être quelque chose, le promoteur est probablement responsable. Et donc, on est arrivé à il n'y a plus que ça qui se passe. Et donc, en fait, ça devient sur base volontaire. Il y a des promoteurs qui ont conscience. Mais qu'est-ce qui peut pousser un promoteur à réaliser ce travail de recherche?
Alors il y a deux choses. Un, il y a toute une série d'archéologues qui sont dans les counties, dans les communes, qui ont quand même un droit de regard. Et là-dedans, il y a des gens qui sont des passionnés sur qui il ne faut pas marcher sur leurs pieds. Et donc ça devient, malheureusement, ça devient beaucoup trop sur une base personnelle. Ce qui se passe, c'est que dans nombre de cas, c'est toujours les mêmes promoteurs, en particulier quand on parle de grosses opérations, les carrières, les routes, ce genre de choses-là. Ça, c'est les trucs que personne ne laissera jamais passer. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme c'est un petit monde, et que comme il n'y a pas véritablement de cadre précis, ça se fait, je l'ai vécu, ça se fait à l'amitié. Les promoteurs finissent par avoir conscience qu'ils doivent prendre ça en considération, parce que sinon on va leur tomber dessus et on peut véritablement les bloquer. Le site de Mosfin, par exemple, je crois que ça a été bloqué pendant, attendez, que je ne dise pas de bêtises, ils l'ont trouvé en 2006. Pendant 10 ans, ils ont pratiquement bloqué toute la carrière. Parce que même s'il n'y a pas de cadre légal précis, comme il n'y a pas de cadre légal précis, quelqu'un qui n'a pas envie de laisser lâcher ne laissera pas lâcher. Autre chose, c'est qu'en fait, pour les promoteurs, ça ne leur coûte pas nécessairement très cher. En termes de temps, ils doivent prendre ça en considération. Parfois, ils ont des choses à apprendre de nous. Quand je travaillais à Over, indépendamment du maillage, on faisait aussi tous les 100 mètres, on faisait des gros trous de 5 sur 5 à la machine pour essayer de voir où se trouvait le gravier, qui en fait, moi, ne m'intéressait pas nécessairement, mais comme ça, j'avais toute une stratigraphie naturelle. Et en fait, j'obtenais un maillage qui était beaucoup plus précis que le promoteur. Et le gars qui restait responsable de la carrière, il disait « Ah, mais c'est pas ça que mon géologue m'a dit. Oui, mais votre géologue, il a travaillé à une échelle de 200 mètres, moi je travaille à une échelle de 100 mètres, lui il faisait des petites carottes, moi je faisais des gros. » Et en fait, on a fini par leur proposer une modélisation de là où était le gravier qui était beaucoup plus intéressante pour eux. Et ils ont fini par abandonner des parties de la carrière où ça leur a coûté une fortune. Ils peuvent gagner ça. Et ce qu'ils peuvent aussi gagner, et ça c'est très 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 important, en particulier en Angleterre, c'est une bonne image. Certains de ces opérateurs, de ces promoteurs, ils finissent par détruire ou ils reconstruisent tout un paysage, avec parfois des petits villages à côté, ils ne sont pas nécessairement contents. Mais ça me rappelle, ça m'avait surpris vraiment de façon incroyable. Un dimanche, on a eu un petit stand. Et le promoteur avait fait tout un travail au sein du village en disant « Venez voir ce que les archéologues ont fait ». Je crois qu'on a vu tout le village, et le village d'à côté, et le village d'à côté. Ils étaient contents de voir ce qui se passait, ils étaient contents de voir ce qui se passait chez eux, ils étaient contents d'apprendre que leur petit terroir avait une profondeur. Et là, le promoteur, tout d'un coup, il devenait plus sympathique. Et ça, ce n'est pas à négliger pour un promoteur. Oui, peut-être une observation pour ce qui se passe chez nous en Wallonie. Donc, j'ai l'impression, après votre exposé, que ce qui nous manque véritablement, c'est le principe de promoteur-payeur. Parce que chez nous, on a ce cadre, mais on n'a pas le principe de promoteur-payeur. Alors que finalement, on n'a pas les financements, on pourrait les trouver par cette loi. C'est quand même un peu aberrant que... Alors, je ne vais pas faire de commentaires ici sur un système ou sur l'autre, quoique ma position est relativement tranchée. Ce que je pourrais montrer, c'est, par exemple, les chiffres qui existent pour la France ou pour l'Angleterre, où on compare la quantité d'argent qui passe dans l'aménagement du territoire, et puis on compare le prix de l'archéologie au sein de ça. En moyenne, un site revient plus ou moins, tout le monde se met plus ou moins d'accord pour dire qu'un site, ça revient en moyenne à 1% du prix d'un développement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fouille pas partout. Et donc, en fait, si mes souvenirs sont bons, le prix de l'archéologie préventive en France et en Angleterre est de l'ordre de 1/1000 de l'argent qui passe dans l'aménagement du territoire. Donc, les gens qui disent qu'il ne faut pas avoir le principe du pollueur-payeur parce que ça coûte cher aux promoteurs et que ça va casser l'économie, ça ne marche pas. Deuxième chose, quand on a Over,
c'était 1 million de livres sterling. Ce n'est pas 1 million de livres sterling qui est allé dans ma poche ou dans la poche de ma compagnie. Je crois qu'il y a 80% qui est en fait reparti dans les mécanos, dans les machines. Et ça, c'était des petits opérateurs locaux. Il y avait une petite société qui ne fait que ce genre de travail de terrassement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'archéologie préventive travaille pour redistribuer de l'argent et à un poids économique. Ce n'est pas simplement une taxe. C'est redistribuer de l'argent au sein de toute une série d'opérateurs. Là où il peut y avoir un problème, et c'est là qu'il faut que le cadre légal fasse attention, c'est en termes de temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Et ça, c'est certain qu'un bon cadre légal qui fait attention pour qu'un promoteur ait une vague idée de ce qui va lui arriver, quitte à lui dire, avec un peu de chance, on va juste faire 3 tranchées, dans une semaine, vous pouvez y aller, mais jusqu'à l'extrême qui est, si vous n'avez vraiment pas de chance et que nous, on en a beaucoup, vous êtes peut-être bloqué pour 1 an. Ça, dans mon expérience, c'est ce qui les importe. C'est ce qui leur importe le plus. Le fait qu'économiquement, ça soit cher, ce n'est pas vrai. Et tous les systèmes qui ne reconnaissent pas le principe du pollueur-payeur se voilent la face à ce niveau-là.